C'est une édition spéciale ce matin en hommage à Jacques Chirac, édition spéciale entre 10h et midi. Au cours de cette première heure, Philippe Labro est avec moi. Bonjour Philippe Labro, merci d'être là, homme de médias, ancien patron d'RTL. On peut vous retrouver tous les mercredis soirs à 23h50 pour Langue de Bois s'abstenir. Vous allez nous raconter votre Chirac, vos souvenirs avec Jacques Chirac. Également avec nous Yves Lecoq. Bonjour Yves Lecoq, la voix de Jacques Chirac dans les Guignols. Et on a appris que Canal+ allait programmer ce soir un spécial Guignol. J'imagine que vous êtes déjà au boulot. C'est vous qui allez être... Non, moi je serai là pour en parler sur un média, mais je ne suis pas dans l'émission. Vous n'êtes pas dans l'émission. Peut-être que j'y suis, mais c'est du montage. Ah, mais c'est du montage. J'avais cru comprendre, moi, que c'était qu'on ressortait les marionnettes pour faire un spécial Chirac. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt un best-of, en fait, des meilleures séquences. Il faut un Chirac Hall of Fame avec différents Canal, extraits. je sais pas qui fait le lien. Oui, d'accord. Donc c'est bien d'avoir cette précision. Alors hier soir, toute la journée, depuis l'annonce de la mort donc de Jacques Chirac hier à midi, les chaînes de télévision, chaînes de radio se sont mises en édition spéciale et les scores n'ont pas été formidables. C'est ce que vous disait Rémi Pernelet ce matin, des audiences assez moyennes pour les spéciales. Le journaux de 20h, TF1 a rassemblé 4 999 000 téléspectateurs, France 2 3 628 000 téléspectateurs jusqu'à 21h24 et puis 2 351 000 pour M6. Des scores qui sont très inférieurs aux audiences habituelles de la case. Et puis France 2 qui programmait le documentaire de Patrick Brottman, Chirac le jeune loup, qui est un excellent documentaire, n'a rassemblé qu'1 622 000 téléspectateurs. Les gens étaient plutôt devant TF1 hier et ont regardé Pour Sarah, le téléfilm qui lui a rassemblé 4 396 000 téléspectateurs. Ça vous étonne, Philippe Labro ? À moitié, parce que je pense que l'annonce est faite vers midi, c'est ça ? Donc à partir de midi, vous, nous, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continues n'arrêtent pas de faire du Chirac, si je peux permettre d'employer cette expression familière. Donc, je crois qu'à partir de 20h, après la très belle allocution du président de la République actuel, Macron, il y a eu, non pas une lassitude, mais ça allait. Ils avaient vu, ils avaient entendu, ils savaient. Et ils sont passés à autre chose. Je ne crois pas que c'est une démonstration de rejet. Regardez l'émotion générale quand même. Mais enfin, je pense que c'est dû à l'abondance d'informations. Toute la journée. Donc vous arrivez le soir. Il y a eu des émissions spéciales aussi sur Chirac il n'y a pas très longtemps. On avait vu tout ça. C'est vrai. Et le discours l'intervention du président de la République a été suivi par 5 millions de personnes sur TF1, 4 millions sur France 2, 2 millions sur M6. Et puis on verra effectivement les audiences. Ça fait beaucoup de monde. 15 millions de gens. Hein. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même... Vous avez pensé quoi de ce discours de Macron ? Comme toujours avec lui, c'est très bien écrit, très bien dit. Et comme toujours avec lui, c'est peut-être un peu long. Mais bon, ça le mérite peut-être. Hein, c'est pas une critique. Mais j'ai cru comprendre, d'après ce qu'a dit Boulot à la fin du discours, que ça durait 9 minutes. Vous en coupez 2, c'est plus fort. C'est beaucoup plus fort. Alors Gilles, faites court. Le zapping, vous avez regardé, vous, un petit peu ce qui s'est fait hier et un zapping des... Voilà, évidemment, sur la disparition de Jacques Chirac, il est 20h sur TF1. Ils ont même changé de générique, ils ont fait un générique spécial. Ils ont démarré avec un son qu'on n'a pas vraiment entendu de Jacques Chirac qui s'exprime et qui évoque la mort. Je ne suis pas angoissé par la mort. Je suis de ceux qui nourrissent un espoir pour après la mort, si bien que ce n'est pas une idée qui me traumatise. JT de TF1 qui recevait le fils spirituel de Jacques Chirac, Alain Juppé, qui était particulièrement ému. Je voudrais d'abord vous dire que ce soir, j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Jacques Chirac était, je ne sais pas trouver les mots, plus qu'un ami. Pas tout à fait un père, mais un homme politique avec lequel j'ai entretenu pendant 40 ans une relation de confiance, de compréhension, de fidélité réciproque qui, je crois, est assez unique dans la vie politique. Il est alors 11h55 quand la nouvelle tombe sur France Info. Alors vous allez entendre, Louis Laforge parle de l'info chaude du moment, un incendie gigantesque à Rouen quand soudain... À la suite donc de cet important incendie qui s'est déclenché cette nuit, important incendie alors
que nous apprenons, selon une dépêche de l'agence France-Presse, le décès de Jacques Chirac, l'ancien président de la République, est décédé d'après une dépêche de l'agence France-Presse. Voilà, donc on va évidemment parler un peu moins de cet incendie à Rouen pour évoquer la mort de l'ancien président de la République. Alors évidemment, BFM et Chaîne Info se sont mis en ordre de marche. Et sur BFM, attention, breaking news, ils ont Anne Hidalgo qui va réagir à la mort de Jacques Chirac. Et vous, Anne Hidalgo, bonjour. Est-ce que vous êtes émue, comme le disait Christophe Castaner à l'instant? Anne Hidalgo, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Anne Hidalgo donc est avec nous, maire de Paris. Christophe Castaner parlait à l'instant de l'émotion qui allait se manifester dans les jours qui viennent, l'émotion des Français. Est-ce que vous la partagez? C'est à moi que vous parlez? Absolument. Mais je ne suis pas la maire de Paris. On va vous retrouver dans un... Oui, alors il y a des petits problèmes techniques. Non, ce n'est pas la maire de Paris. On ne reconnaissait pas sa voix. Voilà, vous qui avez l'oreille fine. L'émotion d'Alain Juppé, vous l'avez entendu, il était au bord des larmes. Philippe Labro, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très intéressant. Quand il se met à parler comme ça, il parle comme un enfant. Ouais. Sa voix est moins mature, moins adulte qu'habituellement. Et il a trouvé d'un seul coup, bien sûr, puisqu'il dit qu'au fond, d'une certaine manière, c'était un père spirituel, mon père politique. Et effectivement, je l'ai regardé, moi aussi, j'ai trouvé... Il était émouvant, Juppé, mais il était redevenu un gamin. Ouais, vous l'avez senti dans la voix, Yves Lecoq, ça vous ressentez ça aussi dans la voix de Juppé, bien sûr, on le connaît plus métallique, plus porté. Donc là, l'émotion, on l'a déjà vu quand il a quitté sa mairie, enfin qu'il a quitté sa candidature. Donc il sait être très humain à ce moment-là. Et donc, obligatoirement, s'il est plus humain, il redevient un proche de nous. Votre Chirac, Philippe Labro, si vous deviez le qualifier en un mot. J'ai essayé, j'ai écrit un papier assez rapidement pour CNews, là, qui est le gratuit qui est distribué tous les jours dans le métro. Et je disais, tout le monde va chercher le terme sympathique. Moi, je dis non, combattant. Ce que je retiens, c'est le combattant. Celui qui ne renonce pas. Pourquoi? Parce que je l'ai senti un jour où, lorsqu'en 95, il vivait cette campagne très difficile, où il avait été lâché et trahi par une grande partie des siens. Juppé lui était resté très fidèle, mais c'était pratiquement le seul, où Balladur était devant lui dans les sondages pour la campagne présidentielle. Et là, il était assez isolé, finalement. Et je le reçois, il est 7h du matin, sur le perron de RTL. Il faisait froid, il faisait glauque, il faisait humide, c'était pas très agréable, mais j'avais l'habitude de recevoir les hommes politiques toujours à cette heure-là, c'était ma tradition. Et il en était absolument ébahi, et très reconnaissant. Il fait rentrer, il serre les mains, comme toujours, à tout le monde, d'ailleurs les techniciens, le gardien, à tout le monde. Il fait son entretien, je le raccompagne, toujours sous la pluie. Il était seul avec Claude, je dois dire... que j'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour Claude Chirac. Et il part et il me dit encore une fois merci. Bon, ok. Il est élu. Fulgurant, renversant, il est président de la République. Quelque temps plus tard, il fait un grand déjeuner avec toutes sortes de notables de notre métier, les Cabache, les Duhamel, les Gisbert, les Guillaume Durand, il y avait tout le monde. Il m'invite. Il m'assoit à sa droite. Et au bout de quelques temps, après avoir déjà bu une bonne bière, il dit vous voyez, monsieur Labro, lui, quand ça allait pas, quand personne ne me recevait, quand aucun d'entre vous ne m'attendait devant la porte, il était là. La reconnaissance, donc, alors. Ça m'a valu quelques inimitiés. Et pendant tout le déjeuner, il s'adressait uniquement à moi. Alors, bon, ça démontre d'abord qu'il a de la mémoire. La fidélité. Oui, mais qu'aussi il est capable d'être méchant, parce qu'en faisant ça, il humiliait. C'est une forme de vengeance. Oui, c'est une manière de revanche. C'est l'animal. Non, il y a eu plusieurs rencontres. Je l'ai vu longuement un jour, parce que j'écrivais un long papier sur Dominique de Villepin, et donc on a parlé. Je l'avais trouvé très, très éloquent. Parlait très clair, cet homme. Il savait utiliser les bons mots. Il y avait une bonne commande de la langue française, sympathique, ouvert, détendu, absolument pas l'homme pressé. Non. Ce qu'on a vu, j'ai entendu quelques anecdotes où on racontait qu'il serrait tellement de mains qu'il devait se les tremper dans de l'eau glacée pour qu'elle dégonfle. J'ai même serré la main de Bernadette un jour. Et vous, Yves Lecoq, votre Chirac, vous l'aviez rencontré?
Je l'ai rencontré effectivement avant. Vous aviez presque parlé comme lui. Non, parce que là, j'étais dans le personnage. Je crois qu'en ce moment, on y est. Donc, je l'ai rencontré avant, parce que Lynn Renaud m'avait invité à son anniversaire. Je n'ai pas pensé que je faisais un acte politique en y allant, mais je l'ai rencontré, j'ai fait un sketch pour amuser la galerie, et il m'avait remercié, il avait beaucoup ri. Et après ça, quand je suis rentré au Guignol et qu'on a commencé à le détruire en quelque sorte, tout en lui faisant du bien peut-être, là je ne pouvais plus être à la fois éprouver de la sympathie pour lui et le rencontrer. Donc j'ai été obligé de mettre une distance avec ce personnage qui a duré quand même longtemps parce qu'il y a eu 2 mandats. Et donc à la fin, quand il est parti, je me suis dit quand même, je vais lui serrer la pogne parce qu'il nous a fait une paire royale et je sais que les Guignols, il les regardait quand ça l'amusait. Peut-être pas Super Menteur, mais il regardait beaucoup de séquences. Oui, il y a eu Super Menteur avec les couteaux. Alors ça, c'était plus difficile pour lui, je pense. Mais manger des pommes, ça a été... manger des pommes, vous avez vu l'effet que ça fait, l'effet pommier. Et puis, il y a une petite séquence des Guignols. Vous allez, écoutez bien, je parle à nos 2 invités, parce qu'on croirait que c'est en 2019. Voilà, sans condition, je reçois le président de la République. Oui, putain, c'est moi, dis donc. Il paraît, oui. Ah oui, c'est moi. Vous avez vu hier le gars qui attendait les pilotes à l'avion? C'est moi. Oui. C'était moi, le grand, là, avec les cheveux en arrière collés au cirage. C'était moi. Oui, on est content, c'est bien. C'est moi qui les ai fait libérer. 88, les otages du Liban. 95, les otages de Serbie. Ah, ça a été long, quand même. Ah oui, dites donc, c'est fou, ça, hein. Villa Coublet-Paris, 4 heures. Il y a un monde, putain. Mais ça roule pas du tout. Pourquoi ils prennent leur voiture comme ça, les gens? C'est-à-dire, il y a une grève générale, là. Ah bon? Et pourquoi ils manifestent, les automobilistes? Non, les gens prennent leur voiture parce qu'il n'y a plus de transport, plus de train, plus de métro, plus rien. Ah bon? Oui. On n'est pas l'air bien au courant. Voilà, ça pouvait être assez cinglant. Qu'à Macron, ça arrive. Ça pouvait être assez cinglant. Pardon? Ça pouvait être assez cinglant, vous dites Valérie. Oui, parce que c'est vrai qu'on le traitait comme un personnage différent de ce qu'il était, mais il y avait ce côté du personnage qui était au-dessus de tout ça et qui est plus dans la vie réelle que dans les événements français. Ouais. Philippe Labro, est-ce que c'était un animal médiatique? Il avait un curieux rapport avec la télé, avec la presse d'une manière générale, avec l'audiovisuel. Et il s'en méfiait. Et je pense qu'à ses débuts, c'était très difficile. En même temps, il était, je pense, très conscient de son corps, de ce charisme, de cette espèce d'allure. Il avait de l'allure, comme on dit. Et il savait aussi s'en servir. Je pense que c'est toujours pareil. Rappelez-vous les débuts de Mitterrand, et c'était à la télévision, c'était dramatique. Ils apprennent, et il avait appris. Et vers le milieu de son 2e mandat, je l'ai trouvé très très à l'aise. Est-ce que l'histoire retiendra plutôt Chirac ou plutôt Mitterrand? Quel regard vous avez sur... Les deux, mon vieux. Les deux. Vous pensez qu'il va rester des choses de Chirac? Non, mais l'un comme l'autre ont, à un moment donné, ou plusieurs moments donnés de leur présidence, eu des décisions, fait tourner une partie de la société, ont eu, l'un comme l'autre d'ailleurs, la même attitude, au fond, gaullienne, face à l'international, aux choix radicaux, et aussi bien Mitterrand face aux fusées, rappelez-vous son fameux discours sur les missiles sont à l'Est et pas à l'Ouest, et puis Chirac, bien sûr, avec l'Irak. Finalement, d'ailleurs, et c'est ce qui ressort ce matin, selon moi, il y a essentiellement le choix de ne pas aller soutenir Bush. Oui. C'est ce qui va sans doute rester avant toute chose. Mais je pense aussi, et les Klarsfeld ont eu raison de le souligner, il y a le discours du Veldiv. Il est le premier président de la République qui accepte l'idée et le dit que c'était la France qui était responsable et pas simplement Pétain et Vichy. Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, Yves Lecoq, de Chirac? Politiquement, c'est vrai que sa position dans la guerre du Golfe était exceptionnelle, puisque la guerre du Golfe dans la guerre en Irak. Et donc, moi, je retiens aussi le personnage qui avait la prestance pour assurer la fonction, c'est-à-dire qui pouvait être représentatif d'un pays comme la France dans ses différents voyages et contacts à l'étranger, et puis en même temps très proche des Français, qu'il aimait, parce que c'était quelqu'un qui était populaire pour avoir ce contact facile, et les aimait vraiment. Donc il y a ces deux côtés, le côté représentatif, et puis en même temps le côté rigolo, celui qu'on a exploité au Guignol, de l'homme qui vit comme tout le monde, pas seulement le grand mangeur, mais je veux dire, celui qui aime draguer, le personnage qui nous ressemble. Qui ressemble. Et l'imitateur, pour l'imitateur, c'était c'était quand même un personnage formidable. Moi, si j'avais dû le soutenir, c'était
pour garder ce personnage dans mon répertoire, parce que c'était vraiment un personnage formidable qui a fait partie de ma vie à distance. Mais c'était quand même, dans la rue, on m'appelait Monsieur le Président, on me demandait sa voix, oui, pendant des années. Et après ça, je reconnais que j'avais tendance à parler comme lui, même naturellement. Même naturellement, on l'a senti tout à l'heure. Vous avez commencé avec. Et puis il faut dire qu'Yves Lecoq l'a imposé parce que juste avant, il y avait eu le Collaro Show avec une caricature qui faisait crac crac Chirac. Oui, et vous avez changé son image. Les Guignols partaient du Spitting Image, c'était pas Muppet Show, donc c'était déjà une histoire plus réelle, c'est-à-dire que les marionnettes ressemblaient vraiment au personnage, enfin avec de la caricature, parce que Chirac, au début, c'est vrai qu'on a gardé toujours la même tête, il n'était pas quand même très beau, et Chirac quand même était un bel homme. Ouais. Donc il y avait vraiment une caricature dans l'expression visuelle, mais sinon caricature aussi, évidemment, dans ce qu'il disait. Mais ça lui ressemblait. Oui, Philippe Labro sur ce... Écoutez, les Guignols l'ont aidé, tout le monde le sait. Il paraît, oui. Si. Oui. Et donc il a su aussi se servir de ça. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est, voilà un homme qui n'était pas vraiment aimé comme président, à la seconde où il quitte la présidence, boum, dans les sondages, et ça c'est très français. On critique, on caricature, on ironise, on attaque l'homme au pouvoir, quel qu'il soit. À la minute où il quitte le pouvoir, tout d'un coup, on l'aime. Oui. Mais lui était un tueur. Oui, j'ai connu ça, moi, en Corrège, dans les librairies. Effectivement, j'ai retrouvé des gens qui, normalement, ne m'aimaient pas. Voilà, absolument, François. Mais c'est vrai qu'hier, j'ai entendu Bernard Tapie qui disait, d'un seul coup, tous les mecs qui meurent, ils sont formidables. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il a été détesté, Chirac. Détesté, on l'appelait facho Chirac. Ouais. Et il y a 2-3 phrases. Et puis, la fameuse... Oui. Non seulement il sort des odeurs, mais en même temps, il y a aussi le fait, et ça a été occulté hier, qu'il y a eu les affaires. Quand même président il a été condamné, c'est la première fois qu'un président a été condamné. Ça y est, c'est effacé, c'est terminé. Ce qui reste aussi, moi j'ai remarqué ça, et je ne suis pas le seul ce matin, c'est la glace dans le communiqué de M. Giscard d'Estaing et M. Balladur aussi. Oui, et Jospin, c'est pas bien. Oui, Jospin, qui a envoyé balader une journaliste. Lionel Jospin a commis l'erreur majeure dans un avion de dire ce qu'il fallait pas dire sur l'âge de Chirac. Ça lui a coûté en partie sans doute le deuxième tour. Et la haine entre Giscard et Chirac, elle est réelle ? Demandez à Jean-Louis Debré, il le sait mieux que personne. C'est pas vraiment de la haine, c'est un sentiment de rejet. C'est difficile de dire bravo Chirac quand il s'en va. Merci d'être parti. Bon. Merci à vous, Philippe Labro, d'être passé par Sud Radio ce matin. On a été ravis de vous recevoir. Yves Lecoq, restez avec nous si vous avez quelques minutes encore. Je suis là pour la journée. Très bien. On aura Pascal Rostin, célèbre paparazzi qui a été l'auteur de nombreux clichés, nombreuses photos de Jacques Chirac, dont une très particulière qui n'est jamais parue, une photo de Chirac nu. À Brégançon. C'est au Guignol, on l'a vu. Vous l'avez vu au Guignol, C'était un peu flouté, normal. Et puis Anne Barrère, qui sera avec nous dans quelques instants, et Erwan Lelouet qui a réalisé L'homme qui ne voulait pas être président, qui a été rediffusé hier sur France 2. A tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, hommage à Jacques Chirac ce matin entre 10h et midi, avec en studio avec nous Yves Lecoq qui a été la voix de Jacques Chirac pendant de très nombreuses années. Vous me disiez à l'instant que vous aviez... 30 ans, puisque j'ai fait 30 ans de Guignol, et que Chirac était dans le premier numéro, même avant d'être en direct. Absolument. Avec nous également, on a le réalisateur Erwan Lelouet. Vous avez réalisé, bonjour. L'homme qui ne voulait pas être président. Ça a été rediffusé hier sur France 2. Vous avez pu pénétrer l'intimité des Chirac. Oui, en octobre 2018, j'ai rencontré Bernadette Chirac dans le cadre d'une biographie qui s'appelle Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête. Et c'était, je pense, un des rares journalistes à l'avoir vu récemment. Dans cet hôtel particulier de la rue de Tournon où elle vivait avec Jacques Chirac. Alors on est en ligne avec Anne Barrère qui, elle aussi, a côtoyé de très proche Monsieur et Madame Chirac. Bonjour Anne Barrère. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes très proche de Bernadette Chirac et pour cause, vous avez initié le programme des pièces jaunes. C'est vous qui êtes à l'origine de cette campagne de récolte depuis 89 et vous êtes une très proche du couple Chirac. J'avais envie de vous demander ce que vous ressentez au lendemain de la mort de Jacques Chirac.
Bon, écoutez, comme tous les Français, et plus particulièrement beaucoup de tristesse, et puis mes pensées vont évidemment à Bernadette Chirac, à Claude, à ses proches. Comme vous l'avez dit, je les connais bien, je connais bien la rue de Tournon, je les ai vus. Vous les avez vus quand la dernière fois? Au mois de mai. Voilà. Donc oui, on se voyait. De toute façon, on se voyait depuis 3 ans. On se voyait quasiment toutes les semaines. Donc j'ai une proximité avec Madame Chirac, je crois, importante, amicale. Elle a été longtemps professionnelle, mais surtout, comme vous le savez, je suis sa secrétaire générale de la fondation depuis 30 ans. Enfin bon, voilà. Je veux dire, c'est une partie de votre vie, et c'est une partie de votre vie. Oui, ça a 30 ans, 25 ans. Oui, je l'ai rencontrée en 1994, donc son mari est à la mairie de Paris. Moi, je les connais pas du tout. Enfin, je veux dire, on n'avait aucune raison de se croiser. C'est par la fondation que l'on s'est croisés. Et je me souviens très bien, lors d'un conseil d'administration où elle a été élue présidente de la fondation, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme incroyable, avec une aura, un charisme, comme je n'avais jamais rencontré et que je ne rencontrerai peut-être plus jamais. Et franchement, rien ne prédestinait une amitié, une relation comme on a eu. Et à partir du moment où elle est arrivée avec son mari à l'Élysée en 95, notre amitié s'est consolidée. Ça a commencé par un dîner en tête-à-tête où je suis rentrée à 3h du matin chez moi. Enfin bon, voilà, les souvenirs. Et le couple Chirac, qu'est-ce que vous en diriez? C'était un couple très solide, j'ai envie de dire. C'est la génération de nos parents. Enfin, moi, mes parents avaient le même âge. C'est des couples qui partent à la conquête ensemble, qui affrontent les malheurs, les bonheurs. Enfin voilà, on ne divorce pas, on ne se sépare pas, on serre les dents. On affronte, voilà. Et Madame Chirac, moi je parle plus facilement de Bernadette que de Jacques Chirac, que j'ai quand même croisé évidemment beaucoup de fois, mais elle a joué un rôle éminemment politique et l'a accompagné, voire l'a aidé à prendre ce pouvoir. Oui, alors Erwan, ça démarre voulait très tôt d'ailleurs. réagir. C'est vrai, on peut ajouter que ça démarre dès les années 50 à Sciences Po. C'est cette jeune femme qui est maladivement timide, que Jacques Chirac va repérer parce qu'en fait elle prend un des premiers exposés lors d'une conférence de méthode et il est assez bluffé par l'audace de cette jeune femme en fait. Il y avait presque tromperie sur la marchandise parce que finalement c'était quelqu'un de très coincé. Et d'ailleurs, quand elle commence à fréquenter Jacques Chirac, elle a presque même peur de s'afficher à la terrasse d'un café avec un garçon, que quelqu'un de sa famille puisse la voir comme ça. Voilà, c'est aussi de dire comment elle a servi son ambition, elle s'est mise à son service pour le mener aux plus hautes marches du pouvoir. C'est pour ça que j'allais seul au café chez Sénéquier. Maman restait à la maison. Bernadette Chirac, qu'on a beaucoup vu aussi dans les Guignols. Alors, elle a été maltraitée par les Guignols et moi je ressentais ça assez mal parce que même si Bernadette avait des défauts, mais j'allais la soutenir dans ses actes humanitaires pour compenser. Il faut lui dire que finalement j'admirais quand même son œuvre. Et elle acceptait parce qu'elle était bien sûr, pas elle me toujours... remerciait que je sois là, bien sûr. Une fois je suis venu avec mon chien, il dit le mien est resté dans la loge. Je ne me suis pas permis, mais c'est tout. Sinon elle était, j'étais dispo quoi, parce que c'était une belle œuvre qu'elle a conquis. Grâce à Anne Barrère. Anne Barrère, un souvenir avec Jacques Chirac? Non, mais là, j'entendais Yves Lecoq parler des Guignols. Alors moi, je vais vous dire une petite chose quand même, c'est qu'elle a très très mal vécu l'histoire du sac. Ça, c'était une erreur. C'est la seule. C'était douloureux. C'est le seul moment où les Guignols sont excusés. Donc parce que c'était une erreur en plus d'un réalisateur. Mais c'était horrible. Mais voilà. Mais je reviens sur ce que disaient Erwan et Sciences Po. Moi, j'ai eu le bonheur de suivre Madame Chirac alors au-delà des 25 ans et de mon investissement, mais pendant 3 ans en tant que réalisatrice puisque j'ai fait un film sur elle, Bernadette Chirac, Mémoire d'une femme libre, où vraiment elle se raconte pendant 2 heures, et la première chose qu'elle raconte, c'est évidemment Sciences Po, où elle raconte qu'elle avait repéré cette espèce de grand escogriffe, cet homme extraordinaire qui évidemment ne pensait pas être fait pour elle, et ce qui l'avait attiré incroyablement, c'est qu'il était très agité, il bougeait toujours sa jambe sur la table, et elle dit dans
le doc. D'ailleurs, je pensais je sais pas, où il se droguait, où il avait, qu'est-ce qu'il avait, etc. Et elle a été attirée par lui, par son côté, parce que il avait un petit côté un peu hyperactif. Enfin voilà, très, enfin c'était quelqu'un de très entreprenant qui prenait de la place. Et effectivement, elle a été très touchée quand il lui a demandé de l'aider, de faire ses fiches, etc. Enfin voilà, c'était elle. Et un homme à femme, elle vous l'a confié aussi. Oui, c'est la réputation qu'il avait. De toute façon, c'est un secret pour personne. Et elle dit aussi à quel point, et c'est pour ça que je dis que c'était un couple hors norme, ou un couple d'une génération comme on ne fait plus aujourd'hui, c'est que oui, elle répond qu'elle en a été très peinée, puis ça a commencé très tôt avec l'américaine quand elle est jeune, et là c'est sa belle-mère qui a été chercher son fils et qui l'a fait rentrer des États-Unis. Elle était très soutenue par sa belle-mère, voilà, mais elle dit qu'elle en a été triste, qu'elle en a été chère, mais elle dit aussi quelque chose de très, très fort. Elle dit que aussi cet homme, elle l'admirait, elle l'aimait, elle l'admirait, et qu'après tout, il était à elle, et qu'elle le donnerait à personne, et qu'elle le garderait jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Merci. Exactement. Merci beaucoup, Anne Barrère. Merci d'être intervenue. Je précise que Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Laurence, qui est décédée il y a quelques mois. Ce sera dans un cadre normalement strictement privé, mais une cérémonie d'hommage lui sera rendue. Erwan, j'avais pu voir effectivement une pierre tombale au cimetière du Montparnasse, avec l'inscription du nom de sa fille. Et la tombe de ses grands-parents maternels qui n'est pas très loin non plus. Au cimetière du Montparnasse. Oui, sous la statue du génie éternel. Voilà. Vous pensez qu'elle assistera ou ça va être compliqué ? C'est une question évidemment qui se pose parce que c'est une femme affaiblie, fatiguée. On peut peut-être se poser la question, effectivement, est-elle encore aujourd'hui en état d'assister Elle était affaiblie quand vous l'aviez vue il y a un an ? C'était une femme faible, mais en tout cas encore dans les souvenirs, dans la nostalgie d'une époque. Moi, je suis venu lui montrer des photos de famille qu'elle ne connaissait pas, une centaine de photos, des albums que j'avais préparés. Et je sentais un vrai plaisir à se replonger dans cette histoire de cette petite fille pendant la guerre, de cette jeune femme amoureuse, avec un regard très amoureux pour Jacques Chirac. C'est ça aussi, Anne Barrère le disait, mais c'est une femme qui a admiré son mari, qui a tout fait pour déclencher son admiration. Il n'était pas un spécialiste de la félicitation conjugale, Jacques Chirac. Il fallait se battre pour ça. Donc, elle a dû vraiment batailler. Et puis, il y a aussi un drame qui les réunit et qui cimente aussi cette famille, parce que c'est aussi ça, les Chirac, c'est une famille au pouvoir, en fait. C'est un couple, bien sûr, mais c'est Claude aussi. C'est un couple de pouvoir, c'est une famille, c'est un clan au pouvoir. Claude Chirac, avec des tensions parfois aussi, d'ailleurs, entre la mère et la fille. Et Bernadette Chirac a dû se battre pour se faire une place à l'Élysée, notamment. Elle a pris une certaine revanche, peut-être que le mot n'est pas choisi. Oui, c'est un mot qu'elle n'aimait pas. Au moment de la retraite de Jacques Chirac, où elle est venue dans la lumière. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, vous aussi, Yves Lecoq. Oui, une sorte de libération, peut-être. Oui. Et puis d'affirmer aussi ce qu'elle avait fait, son œuvre évidemment politique dans la région de Corrèze. Et puis en plus de continuer à faire ses opérations de charité, qui étaient quand même très louables. Donc, mais Bernadette, de toute façon, c'était maman, comme je l'appelais. C'était le côté familial. Mais voilà, c'était une entité à part. Mais importante et essentielle dans le couple. C'est vrai que des camarades de Sciences Po se disent c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, parce qu'ils sont vraiment très différents, très dissemblables. Cette fille de bonne famille, très coincée, très rigide. Non, mais il y a vraiment des différences assez incroyables entre eux, de personnalité. Oui. Yves Lecoq, il y a des moments où vous avez trouvé que vous étiez allé un petit peu loin ou pas Je suis allé, j'ai suivi. Moi, j'avais pas mon mot à dire, entre guillemets. Je pouvais pas rectifier un texte, c'est sûr. Mais aller loin, c'était le principe des Guignols. C'était le principe des Guignols, la caricature. C'était assez drôle. Elle caressait son sac, elle avait du plaisir. Et puis quand elle a eu un peu trop de plaisir, ils ont mis, vous savez, le code comme du film. Voilà, soi-disant, c'est une erreur de réalisateur. Donc depuis, on l'a plus revu au Guignol. Mais c'est vraiment, ça lui a coûté sa place, cette histoire ? Quand même, c'était une maladresse. Mais c'est tout, c'est le seul moment. Sinon, Chirac, il regardait les Guignols, il en riait. Et puis, sauf son super menteur, évidemment, parce que c'était justement une période de réélection. Mais en tout cas, on n'a jamais eu un seul interdit de sa part. C'est plutôt le voisinage, quoi. On a Pascal Rostin en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Pascal, vous êtes photographe, paparazzi. Vous avez vous réalisé de très nombreuses photos de Jacques Chirac, du couple de la famille Chirac. Qu'est-ce que vous retenez? Et racontez-nous quelques anecdotes parce que vous êtes toujours très riche en anecdotes. Parce que c'est vrai que le président, comme tous les présidents d'ailleurs de la République, ont toujours été pour nous et pour notre magazine des très bons clients. Pour Paris Match. On a fait beaucoup de couvertures. Et moi je me souviens d'une photo qui n'a jamais été publiée, un truc incroyable, 99, Brégançon. Et lorsque le président de la République se trouve au fort de Brégançon, il y a évidemment une interdiction de survol. Et ce matin-là, nous on était sur la plage, on visait évidemment les fenêtres de Brégançon avec des gros téléobjectifs et on entend un hélicoptère décoller. Et en fait dans la nuit, dans la baie juste à côté, il y avait un yacht qui s'était arrêté et c'est Schumacher qui part avec son hélico à Monaco. Le grand, il entend un hélicoptère, il sort de son lit, il va à la fenêtre, et on fait des photos, mais on s'était pas rendu compte qu'il était complètement à poil. Alors évidemment, je peux vous assurer que d'un commun accord, les 4 photographes que nous étions, on a décidé de, évidemment, ne pas diffuser, ne jamais publier ce genre de photos. Maintenant, moi j'ai un souvenir, les 25 et 26 juin 2002, un truc incroyable, au G8, où j'ai réussi à pénétrer l'intérieur du G8. C'est la seule fois où ça a pu se faire, et où j'ai passé 2 jours, c'était plus le G8, c'était le G9, j'ai passé 2 jours avec Bush, Poutine, Tony Blair, Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Cuomo, Benito Berlusconi. Et en fait, ils sont assez drôles parce que c'est 8 potes qui passent un week-end sans leur bonne femme. Ils parlent de quoi? Ils parlent de bagnole, de gonzesse, évidemment, de bouffe, beaucoup de bouffe, et de football. Et donc, j'ai surpris des conversations incroyables. Je vais vous en citer 2. Une qui est très très émouvante. Chirac parle avec Tony Blair et Cuomo. Et il leur explique, il dit en 94, j'avais été trahi par ce salaud de Balladur, j'avais aucune chance, même ma femme n'y croyait plus, j'étais à 8%, je suis monté à 14%, et j'étais vraiment totalement désespéré, et je suis parti me reposer une semaine au Japon. Il dit j'étais au pied du, il disait pas le mont Fuji, il disait au pied du Fujisan, et je décide d'escalader le mont Fuji, enfin d'escalader, c'est pas une escalade, de monter au sommet du mont Fuji. Et je n'avais pas de chaussures de marche, et vous les Japonais, vous avez des tout petits pieds, alors il fait toujours des blagues à 2 balles, et je prends les baskets de mon officier de sécurité. Je monte au sommet du mont Fuji, et quand le soleil se lève, alors moi je me souvenais d'une pub pour un opérateur téléphonique, et j'ai fait une vanne évidemment qui l'a pas fait rire. Il me regarde et dit c'est à cette seconde précise que malgré tout ce qu'on m'avait dit, j'ai décidé quand même de me présenter à l'élection en 95. Ah ouais, dingue. Parce qu'ils ont toujours pensé que les photographes étaient sourds. Donc on entendait des choses totalement incroyables, des histoires de gonzesses qu'on ne vous racontera pas à l'antenne. Ah bah si. Alors une petite, on peut aller. Une petite parce que c'est vrai que Bernadette le disait que ça pullulait autour de lui. Je dirais plutôt que c'est lui qui pullulait autour d'elle. Et à un moment donné, je suis assis dans le ce qu'ils appelaient le waiting room, c'est-à-dire c'est un bar à côté avant le dîner officiel. Et je discute avec Jean Chrétien, qui est le Premier ministre du Canada. Arrive Gerhard Schröder, Benito, Berlusconi, Chirac, le grand, enfin ils arrivent tous, et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais rien à branler là, parce que Bush s'assied à côté de moi sur le canapé. Et donc, je dis à mon pote Jean Chrétien, lâche-moi le bras, tes potes ils sont là, puis ils nous écoutaient, puis on racontait que des conneries évidemment. Et à ce moment-là, les 2 plus drôles, les 2 plus comiques, c'était Benito Berlusconi et le Premier ministre japonais. Et le japonais, il dit, vous dormez avec vos femmes? Alors, les mecs, ils sont un peu interloqués quand même. Il dit, ouais, parce que la nuit, tu bouges, c'est chiant et tout. Et à ce moment-là, Bush, il dit You must try king size bed, man, avec ses Santiago sur la table. Tu dois avoir un très grand lit. Tu devrais essayer les king size bed. C'est bon, les auditeurs de Sud Radio, ils parlent pas que le catalan, ils parlent aussi anglais. Et Chirac, il dit non, George, parce qu'ils parlaient tous anglais avec des accents épouvantables. George, you must try tatami, c'est des tatamis au Japon, c'est pas king size bed. Et à ce moment-là, Gerhard Schröder, il regarde Jacques et dit Jacques, you would like to sleep with my wife. Et là, ils sont partis dans un éclat de rire, un fou rire qui a duré 10 minutes. Heureusement que j'ai fait des photos pour en témoigner, parce qu'ils savaient tous pourquoi ils ont eu cette crise de fou rire incroyable, parce qu'ils savaient tous que le grand, que tu sois femme de chancelier
cuisinier ou que tu sois simple serveuse, il était un peu tactile. Tactile. La photo que vous retiendrez de lui, celle-là, évidemment, celle de Chirac nu, mais... Non, parce que ça peut vous paraître ça va vous paraître un peu paradoxal que je vous parle de décence ou peut-être même d'indécence, mais il y a des limites qu'on ne franchit pas, et il y a des limites d'ailleurs que nos lecteurs ou nos lectrices refuseraient que l'on franchisse. Donc évidemment que c'est pas une photo non parue. La belle photo, vraiment, genre le mec qui fait de la pub pour son journal pour Paris Match, c'est celle qui sort demain dans Paris Match. Elle est de vous, évidemment. Non, elle est de Lorieux, c'est un très beau portrait. Mais sinon, les photos, il y a une photo extraordinaire. Il est en campagne et il fait semblant de bricoler une 403. Et il a une clé de 17. Et il est là avec sa clope au bec, c'est une photo en noir et blanc, et il est en train de bricoler. Sauf que le Français qui a une collection de voitures présidentielles, qui s'y connaît, qui a racheté toutes les voitures, il dit il n'y a jamais eu un boulon de 17 sur une 403. Donc c'était fait pour la photo. Merci beaucoup Pascal Rostin. Oui, Yves Lecoq. Non, je disais, c'est vrai que je ne connaissais rien à la mécanique. Non, ça c'est sûr. Plus aux femmes peut-être. La CX et tout. Ah oui, la fameuse CX. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous pour cette édition spéciale hommage à Jacques Chirac. Certains d'entre vous s'étonnent qu'on parle encore de Jacques Chirac, il a quand même marqué le pays, la vie de la France. Il a été Premier ministre, évidemment président de la République, maire de Paris. Il a fait partie maire de Paris, 18 ans. Donc il a presque inventé la fonction de maire de Paris d'ailleurs. On n'avait pas eu de maire à Paris depuis 1871. Donc non, c'est quelqu'un qui a marqué sur la scène évidemment nationale et internationale. C'est un personnage important de la Ve République. Ouais. Yves Lecoq, évidemment, que c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une époque doublement appuyée par ce départ, parce que c'est vrai qu'il y a eu la fin des Guignols que les gens pleurent encore, et puis il y a la fin de Chirac qui était la vedette des Guignols. Donc on passe à autre chose, on ne sait pas à quoi, mais il y a ce côté dur quand même. Fin d'une époque, fin de quelque chose. Et moi, évidemment, je vais continuer à imiter Chirac parce qu'on va me le réclamer, et puis que moi, maintenant, je ne peux que parler des bons moments et faire du flashback. Mais donc Chirac sera dans mon spectacle, mais c'est quand même la fin, quoi. C'est la fin d'un truc. Ouais, c'est la fin Oui, puis la fin d'une manière de faire de la politique aussi, très à l'ancienne, avec comme ça ce contact permanent avec les électeurs. Oui, le lien entre deux époques. Il commençait sous De Gaulle, et voilà, on arrive à Macron, et il y a un bouleversement dans la façon de gérer la politique auquel il a échappé, en fait. Donc il a pu continuer à vivre sa manière de gérer la politique sans être inquiété. C'était pas franchement l'homme des réseaux sociaux, vous vous rappelez tous du mulot Non, c'est vrai. Il ne savait pas ce qu'était une souris. Qu'est-ce que vous appelez le mulot? C'était rigolo. Mais ça, l'homme de la conquête aussi, il était très très bon dans la conquête du pouvoir, avec évidemment pas mal de revers, mais quand même aussi un homme capable de se relever. D'abord, on disait combattant, c'est ça. Et on se souvient de la phrase de Bernadette Chirac en 88 où elle dit « Les Français n'aiment pas mon mari ». C'était une grande blessure, une grande dépression, la défaite en 88. Donc, oui, mais après ça, j'ai entendu dire « Les Français adorent mon mari ». Mais oui, c'est ça. J'ai entendu me le dire. Parce que... Elle a été traversée de doutes, peut-être à un moment, sûrement. Mais non, mais il y a eu un revirement. C'est-à-dire, il est devenu culte d'une certaine manière. Moi, je me suis déguisé en Chirac. On a fait différentes séquences, dont on est entré à la mairie de Paris en safrane. On ne comprend pas, il est sorti en CX, il revient en safrane. Mais donc, je suis passé. Et là, quand j'ai parlé de ça à Bernadette, m'a dit que les gens m'adressaient dans la rue plutôt des avis favorables, puisque je faisais le Chirac qui faisait son jogging et tout. Ah, vous ne voyez pas si jeune, me disaient les gens. Et Bernadette, quand j'ai rapporté ça, elle m'a dit oui, mon mari, les gens adorent mon mari. Donc, vous voyez, ça a été un changement quand même. Les choses ont vraiment changé, oui. C'est un des personnages pour vous, c'est important avec PPD, évidemment, mais qui en spectacle, parce que vous tournez, effectivement... Chirac, bien sûr, c'est la vedette. Ça fait partie du... On ne peut pas abandonner un spectacle. Bon, même un personnage comme ça dans un spectacle, comme on n'abandonne pas Johnny, c'est son sosie qui vient parler de lui, mais vous voyez, non, mais c'est facile, il y en a qui sont réussis, donc c'est une façon de continuer à faire exister ces personnages qui ont marqué des années de notre vie. Et comme on est à la fin de l'émission, est-ce que vous faites Macron? Vous arrivez à tenir Macron? Alors Macron, comme vous dites, je le tiens pas encore, je le sais que je limite. Je l'ai fait, mais c'est pas encore
enregistrer, parce que la voix est pas facile. Donc, comme je le fais pas régulièrement, il n'est pas encore rentré dans l'ordi, mais ça va ressortir très prochainement pour le prochain spectacle. Erwan Lelouette, vous êtes jeune. Pourquoi vous avez eu envie de vous intéresser à Jacques Chirac plus qu'à Valéry Giscard d'Estaing? Pourquoi vous aviez fait ce choix-là? Parce que je trouve que c'est un personnage très romanesque finalement, et puis d'avoir ce couple au pouvoir aussi, ce couple qui traverse 40 ans de vie politique, comme je le disais, avec des revers, des victoires, des conquêtes, c'est très romanesque, et puis parce que aussi c'est un personnage qui est très emmuré, très cadenassé, et on avait envie de comprendre un peu son fonctionnement intime, un peu ce qui a animé cet homme, et puis cet homme qui a joué de la caricature très souvent en fait, l'amateur de bière, de western, de musique militaire, il s'est cadenassé et caché de sumo. Non, mais ça c'était plus caché justement. Enfin, ça s'est sorti, mais cette sensibilité pour les arts premiers, ce gamin qui déjà allait au musée Guimer en enlevant ses chaussures et qui passait des heures en séchant l'école, je trouve c'est quelque chose de très romanesque. Et puis quand même cette conquête, ce petit-fils d'instituteur corrézien, voilà, qui. Mais il ne voulait pas être président réellement. En tout cas, peut-être qu'à un moment, ses parents l'ont ramené dans le droit chemin. Bernadette aussi, d'ailleurs. Il y a eu plusieurs épisodes où elle est très stratège. Elle le ramène à lui. Je voulais surtout pas que Sarkozy soit président, mais il n'a pas réussi. Bel hommage de Nicolas Sarkozy, en tout cas, hier. Et ce que disait Philippe Labro, effectivement, sur la sécheresse de l'hommage de Giscard d'Estaing, très froid, très formel. Je ne vais pas pardonner. C'est le duel fratricide à droite. Et d'ailleurs, au Conseil constitutionnel... Est-ce qu'il y aura la même chose à la mort de Giscard? Non, parce qu'il est plus loin. Je ne suis pas là pour dire « Le monsieur te demande ». C'est vrai. Il n'y a pas le même amour pour Giscard. C'est pas la même chose. Et puis, c'est pas le même personnage. On parle beaucoup on parle beaucoup de l'homme dans les hommages qui lui sont rendus, peut-être un petit peu moins, on va en parler tout à l'heure de sa politique, il a fait aussi quand même pas mal de choses. Donc, voilà. Écoutez, merci à vous, merci d'avoir été là, merci beaucoup Yves Lecoq d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes en spectacle, oui, vous retrouvez une salle parisienne fin d'année. Voilà. On a hâte de vous retrouver. Merci à vous, merci beaucoup. Le documentaire, il y a votre livre qu'on peut, qui est paru chez Les Secrets d'une Conquête, qui est paru chez Fayard, et puis L'homme qui ne voulait pas être président, qui j'imagine doit être en replay disponible sur le site de France Télé. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter cette actualité tout de même dominée par la mort de Jacques Chirac, et on parlera de Rouen également. À tout de suite.